Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, super. Bonjour tout le monde, je vais me lever juste pour présenter la table ronde. Alors aujourd'hui vous allez voir une table ronde qui est un peu différente peut-être de ce que vous avez vu, ça va plus être un échange et donc on va avoir besoin de vous. Si vous étiez venus pour faire la sieste, c'est loupé. Vous avez des petits QR codes que vous voyez sur les côtés, vous pouvez aussi bien évidemment poser des questions en levant la main. On va échanger et vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure, l'objectif c'est que ce soit le plus dynamique possible. Et on va parler donc de la jeunesse. Alors, j'ai eu la chance d'être invité parce que je suis youtubeur, donc je fais des vidéos de géopolitique. Mon objectif, c'est, comme C'est pas sorcier le faisait sur les sujets scientifiques, c'est de rendre la géopolitique accessible au grand public. Et donc je pose du contenu vidéo sur YouTube, TikTok et Instagram. Et je fais donc des vidéos depuis chez moi avec des experts ou bien en reportage en immersion sur le terrain, donc à bord de bâtiments de la marine ou bien dans des cartels au Mexique ou bien au Kazakhstan sur les dessous de la diplomatie avec la délégation présidentielle par exemple de Macron la semaine dernière. Et j'ai avec moi 4 personnes qui représentent une partie de cette jeunesse méditerranéenne et on va pouvoir échanger. Donc on va donner plusieurs sujets, ils vont chacun pouvoir donner leur avis, mais d'abord laissez-moi vous les présenter. Alors, Naël, qui est à ma gauche, tu es étudiant en 2e année à Sciences Po Paris, sur le campus de Menton, spécialisé sur l'étude du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton rapport à la Méditerranée? Qu'est-ce qui t'ancre dans cette grande région du monde? Bonjour à tous, déjà merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc moi je suis d'abord français d'origine marocaine, donc j'ai déjà un lien familial avec cette région. Qui a créé en fait depuis très jeune un très grand intérêt pour cette région et pour cette thématique-là. Ce qui m'a donc poussé à rejoindre ce campus de Sciences Po, ce campus spécialisé sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Ce qui fait donc que depuis 2 ans, donc je suis sur ce campus, j'étudie principalement cette région, c'est-à-dire donc que ce soit son histoire, sa politique aujourd'hui, ses rapports économiques, mais aussi sa culture. Ça passe par exemple notamment par un apprentissage de la langue arabe et donc pour vraiment découvrir ces thématiques-là et normalement si tout se déroule bien l'année prochaine je devrais peut-être partir au Caire pour un échange universitaire pour justement continuer de découvrir cette région. Je vais maintenant donc laisser la parole aux autres intervenants. Super. Merci beaucoup. À côté de toi on a Diogo qui va nous parler en anglais. Est-ce que ça te dérange si je te présente en français? Parce que je sais que tu comprends un petit peu. Ok. Donc, Diogo, tu es doctorant à l'Université de Lisbonne, au Portugal. Tu fais une thèse sur le programme spatial chinois. Est-ce que tu peux nous expliquer tes liens avec la Méditerranée? Tu as déjà participé aux événements euro-méditerranéens. Dis-nous quelques mots à ce propos. Everyone, I'm sorry for speaking in English, but I really... Bonjour à tous, je vais m'exprimer en anglais. Mes liens avec la Méditerranée, d'abord, sont basés il y a 3 années où j'ai pu représenter le Portugal dans des séances méditerranéennes organisées par DFMS. Je représentais les jeunes civils portugais et depuis lors, je souhaite apprendre davantage sur la Méditerranée, la stratégie, tout ce qui se déroule là au niveau géopolitique, les problèmes, comment jouer un rôle actif, comment résoudre certains des problèmes ou au moins améliorer la situation. Depuis lors, j'ai pu publier certains articles sur ces sujets-là et cette année, j'ai pu organiser à Lisbonne avec mes professeurs, des séances avec des jeunes de différentes zones, avec 5 différents pays européens et 5 pays de l'Afrique du Nord. Donc, voilà mes liens avec la Méditerranée. Merci beaucoup. Catherine, tu es étudiante en 2e année de master en gouvernance et institutions internationales à l'Université internationale de Rabat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec la région méditerranéenne? Tout d'abord, je voulais te remercier pour la modération de ce panel et je voulais remercier les organisateurs aussi de cet événement très important pour nous, les jeunes,
acteurs d'aujourd'hui et décideurs de demain. Donc je suis française d'origine marocaine. J'ai vécu toute ma vie en région parisienne pour ensuite faire une licence à Lille de sciences politiques. Mais je suis aussi d'origine marocaine. J'ai décidé d'aller faire un master à l'Université internationale de Rabat pour disposer d'un point de vue totalement différent qu'on a sur les rives nord, pour avoir un point de vue de la rive sud, ce qui m'a ouvert énormément de perspectives et aussi énormément l'esprit. Et pour moi, la Méditerranée représente un enjeu pour les jeunesses françaises, marocaines, espagnoles, bref, toutes les jeunesses de la Méditerranée. Et je pense qu'il y a besoin d'un réel dialogue pour pouvoir faire de cette mer un espace commun de partage et d'enjeux communs. Donc voilà. Super. Merci pour ton parcours. Et enfin, à côté de toi, Antoine, tu es titulaire d'un master de l'Institut d'études politiques de Bordeaux en affaires internationales, spécialité paix et sécurité. Tu es aussi engagé au sein des jeunes de l'IHEDN. Je te laisse nous raconter un petit peu quelles sont tes expériences passées en Méditerranée, parce que je sais que tu as déjà un petit peu bougé en Méditerranée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Merci pour ta présentation. Merci à tous d'être encore là pour cette dernière table ronde de ces 2 journées très intenses qui ont été riches en découvertes et en dialogue et en information. Donc, merci beaucoup à la FMES d'organiser ce panel et de m'avoir permis de m'exprimer. Pour ce qui est de mon lien avec la Méditerranée, moi j'ai commencé mes études en 2015, en plein milieu d'une vague d'attentats qui m'a un petit peu forcé à me dire mais en fait d'où ça nous vient tout ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de creuser un petit peu sur le Moyen-Orient au cours de mes études. Et j'ai pu avoir l'occasion de voyager pour des études justement en Israël ou en Égypte. Et en fait, une fois qu'on y met le doigt dans l'engrenage, on ne peut plus s'en sortir. Donc voilà un peu pour le lien personnel avec la Méditerranée. Je n'ai pas d'origine familiale ou autre avec la Méditerranée, mais vraiment un intérêt qui s'est fait vraiment personnellement. Super, merci. Je rajoute un petit mot. Moi, avant de faire ma chaîne YouTube et donc de devenir vulgarisateur, il se trouve que cette idée de chaîne YouTube, elle est née en faisant un voyage de 9 mois où j'ai fait, alors il n'y a pas de carte, mais le tour de la mer Méditerranée en 9 mois. Et j'ai fait des reportages dans tous les pays que je traversais. Donc c'était en 2015, donc j'ai pas pu à cette époque-là passer en Syrie parce que c'était l'année un peu compliquée, ni en Libye. Mais en fait, j'ai fait des petits reportages sur une première chaîne YouTube. Donc finalement, la Méditerranée est aussi pour moi un point de départ important parce qu'aujourd'hui je fais le boulot de mes rêves. Et donc finalement, j'ai aussi un ancrage avec la Méditerranée, même si je n'ai pas de famille non plus qui y est particulièrement installée. Voilà, donc surtout n'hésitez pas sur les questions. On part sur ce premier tour de questions-réponses. C'est très libre, vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à participer. On représente une partie de cette Méditerranée, mais on est loin de représenter l'intégralité des regards. Donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions ou vos remarques. Est-ce qu'on pourrait partir en premier sur les jeunes et la manière de s'informer, l'accès aux médias, l'accès aux réseaux sociaux, la confrontation permanente aux fake news? Est-ce que vous diriez que les jeunes de différents pays ont la même manière de s'informer, la même possibilité, les mêmes freins, les mêmes craintes? Est-ce qu'ils voient les mêmes choses pour autant? Et est-ce qu'ils font face aux mêmes fake news? Voilà, encore une fois, c'est très libre. Je donne la parole à qui veut commencer. Alors, donc moi, je vais me baser d'abord sur mon expérience personnelle, mais aussi sur celle de nombreux de mes camarades à Sciences Po qui viennent en fait pour beaucoup de tous les pays de la Méditerranée. Un petit chiffre, mais sur mon campus, 60% des personnes ne sont pas français, ce qui donne du coup une très grande diversité et ce qui permet d'avoir beaucoup de cas différents. Mais sur la question de l'information, je pense qu'en fait c'est commun à tout le monde en Méditerranée. On s'informe tous beaucoup par les réseaux sociaux. C'est vraiment le point majeur. Même s'il ne faut pas oublier qu'on reste quand même, on suit toujours quand même en partie la télévision et les journaux, ce qui dépend bien sûr pour des jeunes, parce que, enfin, un point important, mais la jeunesse n'est pas homogène. Il y a vraiment, c'est un monde très vaste et avec différentes composantes. Et ces réseaux sociaux-là, en fait, font qu'au quotidien, on peut s'informer. Dès qu'on ouvre, par exemple, nos téléphones, enfin, vous savez vous comme moi, on voit directement ce qui se passe. Moi, par exemple, là, un cas vraiment
très récent, mais sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. En temps et en heure, et même à la minute près, on peut savoir directement ce qui se passe. Et ce qui aussi, moi, m'a frappé, en fait, j'ai des amis donc, qui sont sur place, qui sont soit au Liban, soit à Jérusalem. J'avais un ami à Jérusalem pendant les événements donc, du 7 octobre. Ce qui fait qu'en fait, directement, je recevais des vidéos de sur place de ce qui se passait. Je voyais aussi des lives sur les réseaux sociaux de ce qui se passait concrètement. Et donc voilà, en fait, on a constamment ce qui se passe, ce qui peut, je pense, créer une ambiance assez anxiogène dans la jeunesse, puisque au quotidien, en fait, on voit des choses négatives et on retient que le négatif. C'était pareil pour la Covid-19, malheureusement. Et donc on tend à sombrer dans cette spirale un peu dramatique et qui est aussi encouragée par les fake news, mais peut-être qu'on en reviendra après. Je vais passer la parole aux intervenants pour qu'ils vous donnent leur point de vue. Merci. So yeah, I totally. Tout à fait d'accord avec Naël. Je parle, bien sûr, au nom de mon expérience personnelle. Ma génération, les plus jeunes donc, nous avons nos téléphones intelligents qui nous donnent les informations. On regarde un petit peu la télé, on a des ordinateurs, certains lisent le journal, mais le smartphone, c'est la source principale d'information. Et aujourd'hui, la jeunesse doit être connectée. C'est clé. Il faut obligatoirement toujours être connecté. Nous savons que les réseaux sociaux et les réseaux tout ceci peut être dangereux pour notre santé mentale et peuvent déclencher des anxiétés. Imaginons un instant, il y a 6 ou 7 applis d'actualité sur le téléphone. Et puisqu'on vit dans ces périodes troublées, il se passe quelque chose à Gaza. Nous sommes bombardés, nous, avec des actualités. On a des notifications multiples qui nous parlent de ces bombardements. Et ça peut être assez difficile. Même personnellement, pendant le Covid, j'ai étudié le Covid pour mon master et donc je respirais, je mangeais, je dormais Covid. Il est venu le moment où il fallait que je me déconnecte de mon téléphone et des notifications parce que ça a joué des mauvais tours à ma santé mentale. Le problème avec les réseaux sociaux, et on constate cela de plus en plus, c'est que les actualités sont réelles, avec un biais peut-être, mais réel. Tout le monde peut écrire ce qu'il veut, publier ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, avec des conséquences, sans retomber pour la personne. Et ceci nous amène au sujet de fake news que l'on va aborder ultérieurement. C'est un gros problème pour la jeunesse, parce que nous évoluons. Nous sommes en train de former nos personnalités, nos opinions maintenant. Et pour pouvoir le faire, il faut savoir juger des choses, déterminer si ce que l'on lit est vrai ou pas. Notre modérateur, il a une chaîne TikTok que je connais bien, et YouTube également. Et c'est un service public parce que nous recevons des informations, nous recevons des faits, et on ne peut pas se disputer avec des faits. Mais dans certains cas, d'autres personnes n'ont pas la même approche. Et les jeunes, les adultes aussi, croient tout qu'ils lisent sur Facebook. Ils prennent ça comme une vérité absolue. Mais on le sait que ce n'est pas toujours le cas. Et ça peut être très néfaste. Je voulais m'exprimer maintenant sur les avantages. Je pense qu'on est tous au courant du danger de notre usage des réseaux sociaux. Les principaux dangers que j'ai retenus seraient la désinformation, la manipulation aussi, mais aussi une baisse de notre esprit critique. Aussi, je pense que vous avez tous à peu près Twitter, et vous voyez aussi qu'il n'y a pas de régulation, donc on a à faire face à des discours haineux qui ne sont pas bons pour notre jeunesse, puisque nous sommes censés être à l'écoute, et non pas dans le jugement comme le sont les personnes sur Twitter. Maintenant, concernant les avantages, je pense que ces réseaux sociaux nous permettent d'être une jeunesse au courant,
une jeunesse curieuse et une jeunesse ouverte d'esprit qui connaît et qui respecte les différentes cultures. Ces mêmes réseaux peuvent nous permettre de déconstruire nos idées préconçues sur les cultures étrangères et sur la façon dont vivent les personnes à travers le monde. Ainsi, grâce à cette déconstruction des idées, nous pourrons faire face ensuite à un réel dialogue et ensuite une réelle coopération qui pourrait nous aider dans le règlement des enjeux qui nous touchent tous. Donc voilà. Je tiens à dire déjà que je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Je vais essayer de ne pas revenir sur les points qu'ils ont déjà abordés. Un point qui peut être intéressant selon moi aussi de creuser un peu plus sur l'esprit critique. Et moi je voudrais souligner le fait qu'en fait, avec les réseaux sociaux, on est aussi beaucoup plus confronté à des images, que ce soit des photos, des vidéos, qu'à des textes. Et je pense que cette différence de médias, ça altère aussi notre capacité à prendre du recul et à réfléchir à un rythme un peu plus lent sur les choses qui nous arrivent, les nouvelles, les événements, etc. Donc je pense que c'est aussi important de varier les sources. C'est tous les avantages qui ont été cités auparavant, de la proximité, de la curiosité via l'image. C'est vraiment des facilitateurs pour la jeunesse, et pas que pour la jeunesse, pour s'informer et pour rester curieux. Mais je pense qu'il faut aussi garder du temps pour lire des choses d'actualité, mais aussi lire des choses qui sont un petit peu plus anciennes, et revenir aussi à des textes, lire des livres, c'est bien aussi. Je pense que aujourd'hui, on a un peu l'impression que la jeunesse, elle est un peu catégorisée. C'est la jeunesse TikTok, c'est la jeunesse réseaux sociaux, mais c'est un peu une généralisation. Les jeunes lisent, les jeunes s'informent aussi d'une manière éclairée sur beaucoup de sujets. Et peut-être un petit point d'expérience personnelle. Nous, donc, je suis invité ici au titre de l'association des jeunes IHEDN, dont je dirige le comité d'études Moyen-Orient, monde arabe. Et nous, on a une de nos activités qui se concentre sur une revue de presse. Et justement, on essaye de se former un petit peu à croiser les sources, traiter les actualités avec un petit peu plus de recul que juste de l'instantanéité. Voilà. Donc si on récapitule, il y a quand même une généralité au niveau des rives méditerranéennes sur le fait que ça reste des jeunes générations qui sont connectées, qui s'informent sur le web et qui font face aux mêmes problématiques non pas d'accès à l'information, mais de comment on trie le milliard d'informations qu'on reçoit à la seconde, les impacts que ça peut avoir sur la santé mentale. Moi, je le vois dans mon boulot de youtubeur et donc de vulgarisateur. Il y a des personnes qui décident de ne pas publier de contenu sur TikTok, notamment parce qu'il peut y avoir un certain nombre de contenus trompeurs qui sont dessus. Moi, je pars du principe qu'il faut mieux, au contraire, occuper le terrain et mettre du contenu comme le fait Le Monde, qui fait des super capsules géopolitiques sur TikTok, notamment, ou sur Instagram. Et il y a aussi quelque chose qui est très fort, c'est que en fait, il faut donner aux jeunes des outils que peut-être on n'a jamais donnés jusqu'à présent, des outils d'esprit critique, parce qu'il y a des milliards de manières de tromper les gens sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui trompent parce que leur objectif, c'est de vous attirer sur une page où vous allez leur faire gagner de l'argent en visionnant des publicités. Il y a des gens qui vont vous tromper parce que ce sont des militants politiques qui essayent de montrer que leur point de vue est meilleur que le vôtre. Il y a, on ne va pas se mentir, une autre menace qui peut être étrangère, où il y a des pays qui volontairement vont créer du faux contenu pour créer de la discorde, pour créer du doute, pour éventuellement semer un peu la zizanie. Mais à partir du moment où on comprend qu'il y a une gradation de potentiels contenus trompeurs ou mensongers, ça permet déjà un peu mieux de circuler un peu plus, de manière un peu plus éclairée sur les réseaux. Est-ce que vous avez déjà une première vague de questions sur la partie réseaux sociaux, information? Ouais, madame. Mhm. Mhm.
Merci pour votre question. Est-ce que quelqu'un se sent de répondre ou tu peux? Oui. Merci pour votre question. Donc, comme vous l'avez souligné, une certaine élite, bon, j'aime pas vraiment ce terme, mais non, mais oui, je comprends votre point, bien sûr. Mais bien sûr, entre les étudiants que je côtoie à Sciences Po et mes amis d'avant Sciences Po, donc du lycée, bien sûr qu'il y a un monde d'écart. Moi, je viens d'un lycée assez populaire, un lycée très simple, très modeste. Et donc, quand j'échange avec ces personnes-là, bien sûr, c'est assez différent, mais je pense qu'on a quand même la même approche envers les réseaux sociaux, puisqu'au final, ils font partie de notre vie à tous, et qu'on sait à peu près tous les utiliser. Je pense, en fait, le niveau d'études, je ne pense pas qu'il soit très déterminant dans la mesure où on sait tous comment s'en servir, mais bien évidemment que il peut y avoir, oui, par contre, des différences en termes d'esprit critique, puisque forcément, par exemple, de mon point de vue, sur la question d'Israël et de la Palestine, on l'étudie au quotidien, disons. Ce qui est différent d'autres amis qui sont, par exemple, je ne sais pas, en fac de médecine. Donc, bien sûr, les avis divergent. C'est peut-être là, oui, le point de différence. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit pas si important que ça, le niveau d'études. Je pense qu'il y a quand même une très grosse différence quand justement on a eu la chance de faire des études, mais aussi de voyager, de s'ouvrir un peu plus au monde, comme t'en parlais Nesrine, d'être curieux, etc. Je pense qu'il y a une grosse différence par rapport à une bonne partie de la jeunesse aussi qui reste plutôt dans sa région sans forcément voyager et qui va s'informer sûrement différemment. Et peut-être aussi la manière dont ça se traduit, c'est que le rôle des pairs et des gens qui sont autour de nous sont beaucoup plus importants quand on a moins on a eu moins d'opportunités de se former. Je pense que nous, sur cette table et aussi beaucoup dans cette salle, peut-être qu'on s'informe par les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, on va regarder des publications plutôt bien rédigées, bien informées, bien sourcées, qu'on va plutôt, quand on a fait moins d'études, peut-être qu'on va plutôt lire les posts de ses amis ou de gens qu'on connaît moins bien, mais qui ne sont pas forcément des professionnels de l'information. Donc je pense que oui, ça a quand même un gros impact et que c'est peut-être aussi un clivage qui se retrouve entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée en fonction des niveaux d'études des différentes jeunesses. Je partage effectivement cet avis. Je suis convaincu que malheureusement, il y a aussi une différence de capacité à faire face à l'information à laquelle on y est selon le niveau d'études. Simplement parce que c'est très très visuel. Encore une fois, peut-être que pour les personnes qui ne sont pas nées avec Internet, on ne se rend pas compte, mais ce sont des plateformes qui sont extrêmement visuelles. Il y a de l'image, il y a de la photo, il y a des textes. Maintenant même, le texte est écrit. Donc c'est vraiment pour vous dire que tout est visuel et que c'est facile de tromper ou du moins d'orienter avec des images. Moi, c'est mon travail finalement d'essayer de vulgariser ces sujets-là. Et donc en fait, je vais passer du temps à vraiment aller sur des chaînes ou dans les commentaires d'infos en continu, voir comment un public peut-être un peu plus lambda perçoit ces sujets-là, c'est quoi les préjugés qu'ils peuvent avoir, c'est quoi les choses qu'ils détestent dans cette manière de présenter l'information, comment je peux comprendre eux leur point de vue pour essayer de les intégrer dans mes futurs contenus en prenant en compte ce point de vue-là. Et effectivement, il y a des différences de traitement selon le niveau de recul par rapport aux médias, mais ça, malheureusement, c'est quelque chose qui manque. Il y a déjà en France, donc je ne sais pas pour les autres pays, mais en France, ils ont au lycée, il y a l'option géopolitique qui est rentrée, et il y avait toute une partie autour des fake news, justement, et de l'information. C'est très peu, mais c'est déjà bien, parce que c'est déjà un petit peu, c'est pas la vitesse à laquelle se propage malheureusement sur le web, mais il y a quand même des changements qui se font. Ce qu'il faudrait, c'est réellement, dès le plus jeune âge, une sorte d'initiation aux réseaux sociaux, aux médias, et pas avec une vision à l'ancienne. C'est vraiment avec une vision moderne de comment est-ce qu'on peut vous tromper, comment on peut vous attendrir sur des sujets, et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement, effectivement. Alors, je vois qu'il y avait quelques questions sur les médias spécifiquement, mais on va peut-être continuer sur la jeunesse méditerranéenne. Je vois que la première question, est-ce que la jeunesse méditerranéenne partage des valeurs communes? Ça, on va pouvoir y répondre avec une deuxième thématique. À la fin, on gardera bien évidemment un temps de discussion plus long si jamais vous voulez revenir sur les thématiques autour des infos et des fake news, on pourra y revenir.
Alors, j'entendais notamment à la conférence ce matin sur la Méditerranée et sur le Moyen-Orient. On parle de plus en plus du Sud global, qui est une notion qui peut être un peu galvaudée parce que ça intègre énormément de pays avec des ambitions et des visions du monde très différentes, mais qui potentiellement s'oppose de plus en plus à une vision occidentale. Est-ce que vous trouvez, selon vous, qu'en Méditerranée, on ressente dans la jeunesse un agacement du Sud de comment certains pays européens se positionnent, parlent au reste du monde? Est-ce qu'à l'inverse, vous trouvez qu'il y a une entente? Est-ce que finalement, ce changement qu'on voit dans les relations internationales entre des blocs, je n'aime pas trop le mot, mais quand même des positions qui se précisent, est-ce que ça se remarque, selon vous, chez les jeunesses et ça se vérifie aussi? Et donc, est-ce que ça rejoint les jeunes ou est-ce qu'au contraire, ça les polarise un petit peu? Ouais. Donc moi, je vais me concentrer plus sur un point de vue que je connais, la jeunesse française et la jeunesse marocaine. Bien sûr, je ne prétends pas être la porte-parole de la jeunesse marocaine. Je suis en contact avec la jeunesse marocaine que depuis 2 ans dans le cadre de mes études. Donc je vais un peu parler des expériences et des débats qu'on a eus avec la jeunesse marocaine. De mon point de vue, il n'y a pas un réel rejet de l'Occident ni de la France dans la jeunesse marocaine, qui peut être un point de vue très différent par rapport aux pays du Sahel où on assiste vraiment à un rejet de la France ou de l'Occident. Au Maroc, je dirais plus qu'il y a une certaine rancœur qui s'explique peut-être par la crise diplomatique vécue entre la France et le Maroc, avec une baisse de la délivrance des visas. En tant que jeune étudiant qui souhaite réaliser ses études à l'étranger ou tout simplement voyager, ça peut créer un sentiment de rancœur et un sentiment d'incompréhension en fait entre les deux rives, entre les deux côtés, pardon. Et pour moi, c'est le réel problème qui existe entre la jeunesse marocaine et la France. Mais récemment, une ambassadrice a été envoyée à Paris et un ambassadeur a été reçu à Rabat. J'ai appris que les relations se réchauffent, que l'ambassadeur a été reçu par Sa Majesté le roi Mohamed VI et que la situation va s'améliorer. Et pour moi, de mon point de vue de franco-marocaine, je pense que les relations entre la France et le Maroc doivent être proches, doivent être amicales, et parce qu'on a une histoire commune et des défis communs qui doivent être amenés à travers une coopération décomplexée, une coopération égale, qui ne pourrait pas s'apparenter à du néocolonialisme, colonialisme, mais parce qu'il y a aussi ce débat-là au Maroc avec beaucoup d'étudiants qui parlent de l'interventionnisme de la France en Afrique et qui le comparent à du néocolonialisme. Donc je pense qu'il faut sortir de ce carcan-là pour pouvoir mettre en place une réelle coopération décomplexée. Et c'est une logique qui doit être présente pour moi à travers l'ensemble de la Méditerranée. J'ai donné l'exemple de la France et le Maroc parce que je m'y connais personnellement, mais c'est une logique qui doit être présente partout. Donc voilà. Parfait. Je me permets juste d'intégrer dans cette discussion sur ce sujet-là une question que je vois de Jean-Marc Cortambé. Quelles sont les valeurs occidentales auxquelles la jeunesse euro-méditerranéenne ont du mal à adhérer? Alors ça rejoint un petit peu la grande thématique que j'ai lancée. Est-ce que si, voilà, dans votre discussion, vous pouvez éventuellement y répondre? Quelqu'un veut se lancer? Ouais. Je voulais juste rajouter un point à ce qui vient d'être expliqué et dit par Nesrine. Il y a aussi un impact en fait aujourd'hui qui se ressent chez les jeunes de la Méditerranée et surtout dans la rive sud. C'est que beaucoup se plaignent, on va dire, d'un certain discours européen qui est très européano-centré et en fait qui tend à promouvoir notre système, nos démocraties comme l'élément parfait, l'élément à établir dans le monde entier. Sauf qu'on sait que ça ne marche pas, on sait que ça... on ne peut pas exporter notre modèle partout dans le monde. Ça a été le cas notamment avec l'échec en Irak. Et donc beaucoup aujourd'hui se parlent en fait de ce problème, de ce discours portant, on va dire, l'Europe comme le modèle phare à suivre, ce qui est beaucoup critiqué, je sais, par certains étudiants avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Et ce qui est assez dommage, c'est qu'on a en fait beaucoup de gens aujourd'hui qui continuent d'avoir cette vision-là
d'une Europe qui est le modèle parfait, le modèle à promouvoir partout. Je l'ai même entendu pendant ces 2 journées, hein, pour vous dire. Et je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour rapprocher nos relations, puisqu'on doit vraiment tendre à avoir des relations d'égal à égal et pas avoir des relations qui se basent sur un supposé modèle de supériorité, puisqu'en partant de ce principe-là, on n'arrivera jamais à réunir on va dire, ces 2 rives-là. Et ça rejoint donc aussi la question des visas, en fait. La politique qui est menée sur les visas depuis maintenant quelques années est vraiment un frein, je pense, pour le rapprochement de la jeunesse, puisqu'on a des projets qui sont freinés à cause de cette politique-là, des étudiants qui sont empêchés de se rendre en France ou en Europe pour des projets, alors que ce sont des étudiants, ils n'ont pas posé problème concrètement. Je connais par exemple des gens qui ont été acceptés en études en France, dans des universités très prestigieuses, mais qui n'ont pas pu se rendre ici, puisque leur visa a été refusé, alors que ce sont des étudiants. Et là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à creuser et vraiment un problème très, très grave et qu'il faut résoudre, à mon avis. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Pour essayer de rebondir un petit peu sur la question des valeurs, je vais essayer du point de vue de la jeunesse, je vais essayer de prendre 2 exemples qui sont un peu contradictoires. La première valeur pour moi qui est intéressante, c'est celle de la liberté. Et je pense que pour le coup, c'est une valeur qui réunit toutes les jeunesses de la Méditerranée. C'est des slogans qui sont beaucoup revenus dans tous les mouvements populaires dans le monde arabe notamment, que ce soit en Algérie, au Liban, en Irak, déjà pendant les printemps arabes en 2011. Et c'est aussi une valeur qui, je pense, est très très importante pour la jeunesse européenne et vraiment constitutive de notre identité politique. Et en miroir de cette valeur qui nous réunit un petit peu tous, d'un point de vue très français, je pense que par exemple la valeur de laïcité est pas du tout, la manière dont nous on comprend la laïcité est pas du tout une valeur qui unit, ni dans les sociétés en général, mais ni dans la jeunesse non plus. Je pense que notamment avec la rive sud de la Méditerranée, il y a plusieurs dimensions. Il y a un bagage et un passé aussi qui n'est pas le même en Europe, en France et dans les pays du monde arabo-musulman. Mais il y a aussi toute une manière dont notre concept de laïcité, par exemple, est présenté dans les médias en langue arabe ou en anglais ou autre auprès de ces populations-là. Et des fois, des problèmes tout simplement même de traduction qui font qu'il y a une incompréhension. Et ça peut créer du ressentiment, ça peut créer de la colère et une forme de haine entre des sociétés qui n'est pas forcément justifiée, mais et une haine qui peut aussi être instrumentalisée par certains, notamment sur cette question de la laïcité. Et en fait, c'est le contraire qui arrive. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, ça m'intéresse de savoir s'il y avait d'autres valeurs que l'Occident met en exergue en pensant que c'est positif, alors que c'est contre-productif, justement, pour ce dialogue euro-méditerranéen. Merci beaucoup pour votre intervention. Là, je parlais de mon point de vue du coup avec les autres étudiants de Sciences Po, de ce que j'ai pu échanger. Je pense que les valeurs qui peuvent nous diviser sont aussi liées on va dire aux nouveaux combats sociaux en fait, qui émergent en France ou même en Occident. Ce qui peut être par exemple donc, plus de droits pour les femmes ou la cause LGBT. Puisque en fait simplement on va dire qu'on a moins de les priorités on n'a pas les mêmes priorités en fait dans la rive nord et dans la rive sud. Quand j'échange avec par exemple des étudiants libanais ou marocains, la priorité n'est pas ces questions-là, puisqu'on a d'abord des questions d'instabilité, on a des guerres qui peuvent frapper ces pays, on a des questions plus importantes
qui les concernent. Et donc je sais que souvent il y a un certain désintérêt pour ces sujets-là, puisque ils estiment en fait simplement que ce n'est pas la priorité et qu'on ne doit pas en fait imposer ces thématiques-là partout. Ça rejoint un peu mon propos de tout à l'heure, en fait, d'imposer un modèle qui est que pour certains pays à un monde entier. En fait, notre Europe n'est malheureusement pas universelle et ses valeurs non plus. C'est le cas de la laïcité ou même de la démocratie, et aussi de ces nouvelles luttes qui peut-être viendront dans quelques années. Hein. Il faut bien évidemment tendre à plus de droits pour les femmes, pour les LGBT, mais voilà, je sais que c'est souvent pas la priorité malheureusement, puisque voilà, il y a d'autres combats qui sont vitaux peut-être. Je voulais juste rebondir sur son intervention. Ces luttes-là, elles sont présentes en fait dans les rives sud. Bon, la cause LGBT, c'est autre chose, mais pour l'émancipation des femmes, au Maroc, il y a une réelle volonté d'émancipation des femmes. Sa Majesté le Roi est en train de réformer le code de la famille pour permettre aux femmes de s'émanciper. Je trouve que la cause féministe est présente dans les rives sud. Par contre, ce que je veux dire, c'est le réel problème, en fait, la réelle incompréhension est vraiment face à la laïcité. Parce que, par exemple, moi, on est venu me voir en me demandant si la France était islamophobe, suite au débat avec le voile et la abaya. Mais on n'est jamais venu me voir en me demandant, en critiquant, en fait, les choix de la France pour la cause féministe ou la cause LGBT. Ce n'est pas remis en question. C'est tout simplement la laïcité amenée par la France qui est, elle, remise en question dans les rives sud, qui comprennent ça comme plus de l'islamophobie que de la laïcité, parce qu'ils n'ont pas grandi dans un milieu laïque. C'est pour ça. Donc voilà. Oui. Excusez-moi. Je n'ai pas l'impression que la France, on va dire globalement l'Occident, veuille apporter la valeur de laïcité comme, là pour le coup il faut le reconnaître, elle essaye d'exporter la démocratie et une sorte de mercantilisme. Est-ce que ça c'est compris Parce que là, toute la laïcité dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une politique franco-française qui n'existe pas au Royaume-Uni, qui n'existe pas dans les autres pays qui nous entourent, ou en tout cas pas exacerbée au point de la France. Est-ce que ça, c'est pris aussi en fait en compte sur le fait que c'est de la politique franco-française et que ça n'a pas, a priori, vocation à être exporté? Justement, la question de base, c'était quelles sont les valeurs qui nous séparent. On n'a pas parlé de volonté de la France de ramener la laïcité dans les rives du Sud. C'était juste une question de quelles sont les valeurs qui peuvent séparer une jeunesse française et une jeunesse marocaine. Bien sûr, la France n'a pas volonté d'imposer la laïcité au Maroc, en Algérie ou en Tunisie ou n'importe où. Mais quand on parle de valeurs qui séparent, je pense vraiment à la laïcité parce qu'il y a un manque en fait de compréhension. Il y a un réel manque de compréhension. On est venu me poser plusieurs questions. Comment tu fais pour vivre en France? Comment tu peux te sentir française après tous les débats qu'on voit à la télé? Après tous les propos islamophobes qu'on peut entendre? Je ne parle pas de nos chefs, de nos gouvernements, mais on va dire que l'opinion publique française, lors de ces débats, est à même à dire des propos islamophobes, ce qui fait qu'on fait face à une jeunesse du Sud, une jeunesse marocaine pour ma part, qui ne comprend pas. Et donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Je voulais, avant de donner la parole à Diogo, je voulais rajouter moi un petit ressenti personnel qui au travers de ma chaîne YouTube. J'ai eu l'occasion de traiter différents sujets, notamment sur le Sahel, en interviewant par exemple le président Mohamed Bazoum. Et il se trouve que dans les commentaires qui peuvent arriver parfois par vague,
On sait que du coup, à ce moment-là, on se réveille un matin, puis on voit 70 notifications de messages. Donc on fait, OK, la vidéo cette nuit, il y a quelqu'un qui l'a partagée dans tel pays, parce qu'on voit le profil des gens qui ont répondu. Ce qui a pu être reproché, à mon avis, à la France, c'est une question de posture. C'est une question peut-être de ne pas forcément voir tous les pays comme des pays vraiment partenaires avec qui il y avait un respect de la culture, de l'histoire, de la souveraineté. Et je pense que c'était ça qui posait problème chez certains jeunes, c'était vous arrivez et en fait vous faites passer vos intérêts personnels pour une sorte d'universalisme. Et c'est ça qui a été pointé du doigt, tout comme je pense que sur certaines vidéos que j'ai pu tourner sur la rivalité entre l'OTAN et la Russie, on reproche un peu la même chose aux États-Unis sur certains points, c'est de vouloir faire passer ses intérêts comme une forme d'universalisme. Je pense que ça, c'est un point qui freine certaines jeunesses en mode, en fait, je sais très bien comment votre pays parle au mien, et je vois qu'il n'y a pas un rapport d'équité. Et je pense que ça, c'est un point qui peut vraiment éloigner les jeunesses. En fait, moi, ce que je pense, en général, c'est que, pour reprendre des propos qui ont été dits précédemment, dans les jeunesses de la rive sud, en tout cas dans le cas de la jeunesse marocaine, il y a une grande différence entre ce qu'on pensait des jeunes issus de milieux plutôt aisés et d'autres de milieux plutôt défavorisés. Parce que par exemple, moi j'étais dans un lycée français au Maroc et des valeurs qui ont été citées, par exemple au niveau du droit des femmes, etc., sont plutôt partagées en majorité, mais si on va dans des milieux plus populaires, entre guillemets, là, forcément, il y aura beaucoup plus de conservatisme et surtout une importance du fait religieux qui va faire qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont être très opposés à ces valeurs-là. Donc il y a vraiment une grosse différence au sein de la jeunesse elle-même. Okay, so, D'accord, très bien. Donc maintenant, j'aimerais, puisque nous parlons de la coopération entre le Nord et le Sud, j'aimerais amener à la table un éléphant qui est caché dans la salle et qui peut changer notre façon de mettre en place la coopération à l'avenir. Cet éléphant, à part la Russie, c'est la Chine. Puisque nous parlons des valeurs partagées ou la différence entre les valeurs qui peuvent nous diviser, à mon avis, nous sommes en train de voir le déclin des valeurs occidentales, soi-disant, et on voit que maintenant on nous présente un ordre mondial totalement différent et alternatif, où la Chine propose pour la plupart des pays dans le monde, et y compris les pays européens, y compris l'initiative de la Belt and Road Initiative donc de la Chine. Lorsque j'ai parlé avec certains amis que j'ai dans certains pays africains, l'image qu'ils ont actuellement de la Chine est tout à fait différente, puisqu'on parle de façon complètement différente de mettre en place la coopération et l'aide. D'un côté, on parle de la façon, par exemple, l'Occident aide les autres pays, ou une autre façon de négocier en Inde, et de l'autre côté, on parle de la Chine, où tout le travail est fait sur le modèle de coopération selon les 5 principes de coexistence pacifique. La démarche n'est pas complètement descendante comme la démarche européenne dans le passé, qui n'a pas bien fonctionné. Donc je suis d'accord avec mes amis. Je pense que les valeurs européennes ne peuvent pas être utilisées pour expliquer tous les phénomènes partout dans le monde. Dans ce cas précis, ça ne concerne pas le Moyen-Orient ou l'Afrique, mais tous les pays du monde. Et ce modèle chinois de coopération, puisque si nous regardons bien, c'est quelque chose que je fais lorsque je participe à une conférence. C'est une carte du monde. À partir de 1995 jusqu'en 2019, cette carte vous montre qui sont les partenaires commerciaux les plus importants du monde. En bleu, nous avons les États-Unis, et en rose, nous avons la Chine. Nous commençons avec toute la carte en bleu, et en 1995, et lorsqu'on passe il y a 2 ans, à part les soi-disant pays européens et l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, même certains de ces pays ne sont pas très bleus, beaucoup moins qu'avant. Le reste du monde est entièrement en rose. Et pourquoi?
parce que dans la plupart des cas, les pays ont besoin d'aide et la Chine s'y rend. La Chine n'impose pas des réformes institutionnelles ou des réformes politiques pour ces pays. Et donc, c'est très bien pour les pays. Dans certains cas, dans d'autres cas, ce n'est pas quelque chose de très positif. On a vu des cas où cela ne fonctionne pas très bien. Mais pour revenir à ce que je disais, mes collègues dans certains de ces pays où la Chine investit énormément, maintenant, ils ont une image très différente de l'Occident basée sur la façon de présenter les pays par la Chine. Donc, c'est quelque chose qui change complètement notre façon de pouvoir coopérer entre les rivages nord et les rivages sud de la Méditerranée. Donc, je pense que nous devons trouver un moyen de le faire, puisque comme disaient mes collègues, nous entrons en coopération, mais quelquefois, en Méditerranée, il n'y a pas de dialogue, il n'y a que de la coopération. Si on avait un meilleur dialogue, on pourrait mettre en place une meilleure coopération, puisque dans la plupart des cas, nous sommes confrontés par les mêmes problèmes avec des points de vue et des valeurs différentes, mais la meilleure façon de faire, c'est de coopérer. S'il y a une interférence dans cette coopération, cela peut tout changer. Si les deux côtés sont d'accord, nous devons nous adapter et nous devons coopérer de façon différente et nous devons ouvrir des canaux de dialogue. On ne peut pas les fermer, ces canaux de dialogue, puisque sinon, nous allons continuer à avoir ces problèmes de visa, nous allons continuer à avoir des problèmes de guerre par proxy et les autres problèmes que nous avons en Méditerranée qui sont très mauvais pour les deux côtés. Voilà. On devait avoir sur cette table ronde une étudiante marocaine dont le visa a été refusé alors qu'elle était invitée cordialement à venir à cette table ronde pour illustrer un peu plus ce sujet-là. J'ai vu deux questions qui potentiellement pouvaient rester dans cette grande thématique avant qu'on la conclue ou qu'on passe à la suivante. On a beaucoup parlé de ce qui potentiellement pouvait faire diverger les jeunesses des rives méditerranéennes. Je ne la vois plus, mais est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que finalement il y a une culture méditerranéenne qui unit tous ces peuples? Est-ce qu'on peut parler de ce qui unit foncièrement, au-delà des différences, toute cette jeunesse? Et s'il y a, qu'est-ce que c'est? Allez, qui est-ce qui se lance? Alors, c'est une vaste question parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui unissent la jeunesse des deux rives de la Méditerranée, de toutes les rives de la Méditerranée, et en fait la jeunesse presque du monde entier et au-delà de la Méditerranée. Je pense que les 30 à 40 années de globalisation, notamment culturelle, on en voit encore bien les effets aujourd'hui. Et on est tous un peu le produit de cette globalisation aussi, même si on voit qu'elle est peut-être en train de changer de perspective. Peut-être quelques exemples tout simples. En fait, la culture, que ce soit la littérature, que ce soit les films, que ce soit la musique, elle circule beaucoup plus aujourd'hui entre les différents pays, entre les différentes aires culturelles, que il y a 40 ans. Enfin, j'étais pas là pour le voir, donc, mais c'est ce que moi je perçois à mon échelle. Et un exemple peut-être tout simple, mais rien que la nourriture. En fait, la jeunesse d'aujourd'hui adore, notamment la jeunesse européenne, adore aller manger dans des restaurants de différentes cuisines méditerranéennes et autres. Et je pense que ça, c'est peut-être des choses, c'est pas de la grande stratégie, mais en fait, c'est du ressenti aussi de la jeunesse, et je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Moi, je vais ajouter aussi un truc plusieurs éléments à cette on va dire, culture commune. Quand j'échange avec des étudiants, j'arrive à remarquer en fait qu'il y a quand même un sentiment d'appartenance à ce bassin méditerranéen, avec vraiment déjà une histoire qui est liée, puisque il ne faut pas voir la Méditerranée comme une frontière, mais plutôt un espace d'interface où les peuples ont toujours échangé et toujours se rencontrer. Ce qui fait que donc on a une culture qui est assez commune. Je connais des étudiants qui, par exemple, se revendiquent comme étant méditerranéens, par exemple, puisqu'ils considèrent qu'entre un Italien, un Grec ou, je sais pas, un Chypriote, on a quand même des valeurs en commun, des habitudes en commun, que ce soit aussi sur les principes. On m'a souvent expliqué que, par exemple, il y avait l'importance de la famille. Bon, je pense que c'est vrai pour le monde entier, mais c'est quand même un élément qui est revenu à plusieurs reprises.
avec vraiment voilà, cet intérêt de partager des vraies choses en commun. Et ça rejoint aussi sur la nourriture. On m'a aussi souvent fait la même réflexion, avec voilà, une vraie identité en fait, commune et des vrais liens communs. Mais il ne faut pas non plus tomber on va dire, dans la généralité, puisque c'est quand même une vaste région avec des peuples qui sont quand même différents et qui s'opposent aussi bien souvent. Donc voilà, ça reste toujours à nuancer, bien évidemment. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un va ajouter quelque chose. Parce qu'il y avait une question qui est en lien direct avec ce que vous dites. Y a-t-il des volontés et surtout des actes de la part des jeunesses de la Méditerranée de se rassembler sous forme de mouvements transnationaux, par exemple, pour faire bouger l'opinion publique sur certains sujets? Est-ce qu'au détour de ce que vous vouliez dire, si vous avez des idées de choses qui se créent pour unir voilà, les jeunesses? Concernant le regroupement des jeunesses méditerranéennes, je peux donner l'exemple d'un ami à moi qui est parti cette semaine participer à un programme de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone, qui regroupait au moins une trentaine de nationalités, toutes qui provenaient de la Méditerranée. Donc il y a de plus en plus de programmes mis en place en fait, pour rassembler cette jeunesse méditerranéenne. Et sur ce quoi je voulais rebondir sur un truc, c'était que en fait, on peut s'entendre avec n'importe quelle personne du monde. Les seuls problèmes qui nous empêchent en fait, de se rassembler, c'est vraiment des idées qu'on a au fond de nous, qui sont ancrées au fond de nous, mais qu'on doit déconstruire. Parce qu'à travers mes nombreux on va dire, voyages à l'étranger, j'ai fait un échange à Istanbul. Cet été, j'ai fait un stage de 2 mois en Espagne où j'ai pu rencontrer des nationalités différentes. Au final, on est tous jeunes. Au final, on est tous humains, on est tous ambitieux. Et si on ne déconstruit pas ces idées, on ne pourra jamais avoir de réel dialogue, encore une fois, je le répète. Mais c'est vraiment, pour moi, la jeunesse méditerranéenne peut se rassembler, mais la jeunesse mondiale aussi peut se rassembler. Donc voilà. Justement, une petite question qui est un peu un use case sur lequel vous allez pouvoir vous engager. Gaza, 50% de la population a moins de 18 ans. Est-ce que vous pensez que la solution à ce problème que les grands n'arrivent pas à traiter peut être traitée par la jeunesse? Alors, excellente question, je pense qu'on peut rester 3 heures. Mais non, c'est une bonne piste. Je pense pas sincèrement que les jeunes aujourd'hui ont un pouvoir concret à Gaza, puisque beaucoup sombrent dans le désespoir et dans la perte en fait, d'un futur possible. On le voit aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a justement une radicalisation du mouvement et même de la jeunesse. J'ai pu échanger avec quelques spécialistes qui expliquaient qu'aujourd'hui, par exemple le Hamas, c'est aussi beaucoup de jeunes sans espoir, sans possible futur, puisque à l'intérieur de ces murs-là, il n'y a pas d'avenir possible, il n'y a pas d'échange universitaire possible, il n'y a pas de... On peut pas, en fait, vous le savez tous, mais c'est voilà, une prison à ciel ouvert. Ce qui fait que la voix de cette jeunesse-là est, à mon avis, brisée, censurée. Pas forcément ils n'ont pas la possibilité en fait, de s'exprimer. On n'a pas vraiment il n'y a pas d'ouverture possible. Donc je pense que malheureusement, pour cette question-là, la résolution peut venir que du haut. Quand je parle du haut, donc je parle des gouvernements et des rapports entre les puissances et les pays, puisqu'on sait que c'est un conflit qui est même, à mon sens, plus régional, mais international, vu la complexité de la question et des acteurs impliqués. Je pense que vraiment le changement peut venir que du haut, à mon avis. Là, ce n'est qu'un ressentiment. Je ne sais pas ce que les autres peuvent penser sur cette question. Je vous laisse la parole. J'ai effectivement pas la réponse non plus, mais ce que je peux voir, c'est que la jeunesse, par contre, qui s'informe beaucoup plus vite. Ça, c'est évident. Et en fait, va même voir des images peut-être plus trash, beaucoup plus vite que peut-être il y a 10 ans en arrière. Il y a de la censure sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le fait de modérer le contenu qui est dessus.
C'est un des pires boulots au monde, à mon avis. Mais encore une fois, il y a des trucs de Telegram qui fuitent sur Twitter, on voit des choses. Donc je pense que les jeunes générations ont très vite l'info. Mais de là à ce que ça fasse bouger auprès de pression, auprès d'organisations, je ne suis pas sûr et j'en sais rien, à vrai dire. Mais moi, de mon boulot, je peux vraiment constater que l'info, elle s'est diffusée à une vitesse mais folle. Donc peut-être que ça va être un atout sur d'autres aspects. Mais là, je dois avouer que je manque un peu de recul et j'en ai aucune idée. Peut-être pour compléter justement sur cette question de Gaza, je pense que là où il y a une grosse différence aussi entre rive nord et rive sud de la Méditerranée, c'est juste le poids de la jeunesse dans la société. C'est que nous, on est vraiment nous, quand je dis nous, Européens, on est dans des sociétés où la jeunesse est ultra minoritaire. On représente une toute petite partie de la société, alors que sur la rive sud de la Méditerranée, c'est le contraire, et vous le rappeliez, 50% de moins de 18 ans à Gaza. C'est un peu le cas paroxystique, mais dans les autres pays du monde arabe, c'est globalement le même modèle. Je pense que du coup, il y a un rôle dans le monde arabe pour la jeunesse arabe sur cette question-là, pour exprimer quelque chose. Pas forcément pour agir, parce que comme le disait Naël, ça se fait au niveau des gouvernements, et un conflit comme ça, si ça fait 70 ans qu'il n'est pas résolu, c'est aussi qu'il y a des vraies questions très difficiles à traiter. Et voilà. Peut-être dernier point, moi j'ai passé quelques mois dans le cadre d'un échange universitaire en Israël, et je pense que c'est aussi intéressant de voir comment la jeunesse israélienne va se positionner par rapport à ce conflit, parce que la clé de la résolution, elle est peut-être un petit peu dans la communauté internationale, peut-être un petit peu chez les Palestiniens, mais elle est surtout chez les Israéliens eux-mêmes, en fait. Et je pense qu'il y a des évolutions dans la société israélienne qui la tirent un petit peu dans tous les sens. Je pense qu'il y a une bonne part de la jeunesse israélienne qui, aujourd'hui, c'est juste une tendance démographique, vient d'un mode de vie très conservateur, très religieux, très orthodoxe, notamment dans le mouvement des colons, et qui sont très vocaux, qui se font beaucoup entendre et qui sont très influents sur la politique. Mais je pense qu'il y a aussi toute une jeunesse plus ouverte, plus ouverte sur le monde, et qui doit essayer de le faire sur la question de la réforme constitutionnelle pour s'y opposer. Et je pense qu'on va en entendre parler. On va en entendre parler beaucoup. C'est quelque chose qui est en train de bouillir un petit peu, je pense, dans la société israélienne aussi. Il y a un vrai rejet des 30 ans de politique qui ont été menés des 30 dernières années. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut essayer d'espérer. Nous, notre jeunesse en Europe, je pense que pour le coup, notre voix pèse assez peu sur ce conflit. Je vais juste rajouter un point que j'ai pu observer qui est vraiment très intéressant, je pense. C'est pour revenir au poids des jeunes arabes, du coup, dans l'entièreté du monde arabe, pas seulement à Gaza, mais à l'extérieur. Et là, je pense qu'il y a justement un vrai rôle à jouer. Il y a 2 semaines, j'étais au Maroc, j'étais à Tanger, et par hasard, je suis tombé sur une manifestation sur la Palestine avec des centaines de jeunes. Et ça m'a vraiment surpris, parce qu'ils remettaient en question les décisions du gouvernement et les décisions politiques du Maroc, ce qui est pour le coup assez rare. Et je pense que si l'entièreté de la jeunesse arabe justement se mobilise et commence à critiquer les décisions des gouvernements qui ont par exemple normalisé leurs relations avec Israël, il peut y avoir un point de bascule. Et ça se remarque aujourd'hui, notamment je pense pour la position marocaine, puisqu'ils ne soutiennent pas totalement Israël, alors qu'ils ont pour autant des bonnes relations. Donc je pense qu'il y a vraiment là une importance, oui, bien plus d'importance que malheureusement les jeunes Gazaouis qui, eux, pour revenir, voilà, je pense, n'ont pas vraiment d'opportunité. Je peux poser une question ? Oui. Voilà, moi je pars d'une hypothèse de départ où sur notre planète, il y a 50% globalement d'hommes et 50% de femmes. Quand on parlait de laïcité, savez-vous que la laïcité, c'est les Anglais à la fin du XVIIe siècle, les premiers à en parler, et c'était un roi, c'était Jacques II. Et pourquoi ? C'était pour avoir, ils appelaient ça l'indulgence. Donc c'était pour avoir la liberté de penser un petit peu à son... Voilà. Et la laïcité telle qu'on la conçoit en France, elle date de 1905, qui était la séparation de ce qui était public de la religion.
On pourrait donc penser que la religion nous empêche de penser librement. On pourrait. Bon, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ce que disait Naël tout à l'heure, c'est que la priorité dans les pays méditerranéens d'origine musulmane, la priorité, c'est pas l'égalité de l'homme et de la femme. Je trouve ça ahurissant. Je vous dis ça parce que dans la vie, on a chacun notre vérité. Mais quand on réfléchit, est-ce que la vérité, c'est vraiment la réalité? Donc c'est là où, moi je vous dis ça, je suis ancien officier de marine, migrant, arrière-petit-fils de migrant, né en Algérie. Bon, j'ai servi la France pendant plusieurs années, et je peux vous dire que dans mon boulot, il faut avoir un peu d'humilité, parce que si on loupe son coup, on se fait péter la gueule. C'est tout simple. Hein. Donc moi, ce que je vois, et je rejoins Nesrine dans beaucoup de ces points, et j'aime bien ce que répond Antoine, mais je voudrais être sûr que la laïcité, c'est vous. Et là, je rejoins la dame qui a posé la question au départ. Vous êtes tous d'un certain niveau de culture au-dessus. On le voit, il n'y a pas de souci. Vous savez filtrer, voilà. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, personnellement, j'étais rédacteur en chef d'une revue, et je faisais très attention avant de diffuser des éléments qu'on m'envoyait. Et chaque fois, je filtrais parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait de la désinformation, de l'intoxication. Il y avait vraiment, c'est devenu une arme. Les réseaux sociaux, c'est devenu une arme des pays autocratiques. Nous, vous regarderez les démocraties, quand on envoie des choses, c'est juste dénoncer les fake news. Mais on n'envoie pas de fake news. Du moins, on évite. Et ce que je trouve ahurissant, c'est les commentaires. Alors là, je te rejoins, enfin je te tutoie, hein, directement sur Le Monde, parce que j'ai découvert, alors en cherchant des revues, Le Monde, c'est... Il y a de tout dedans. Et je suis aussi abonné au Courrier International parce que j'aime bien lire les avis de journalistes. Il y a des journalistes dans le Courrier International, des avis de journalistes libanais, algériens, qui ne peuvent pas diffuser chez eux d'ailleurs, des fois. Hein. Et on découvre un monde autrement. Et en tant qu'ancien marin, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer et d'aller dans beaucoup de pays dans le monde. J'ai été travailler 2 mois en Égypte, j'ai fait différentes choses. Et j'ai découvert effectivement que globalement, qu'on soit catholique, protestants, musulmans, hindouistes, à la base, on a tous les mêmes ressentiments. On veut avoir une vie de famille équilibrée, on veut avoir des enfants, des petits-enfants, on veut vivre heureux. Et par-dessus ça, je m'aperçois que l'homme n'est pas quelqu'un de modérateur tout le temps. J'allais parler de testostérone. Et c'est vrai, ma femme me dit, tu t'emballes, tu es ancien joueur de rugby. Oui, j'ai pas ma dose de rugby, donc des fois, je peux m'énerver. Mais effectivement, elle a souvent raison. Et dans la politique, j'adore voir une femme donner son avis. Et ce matin, on a eu la chance de voir une députée européenne, Nathalie Loiseau, qui m'a ébloui. Et elle a de l'expérience, elle a une formation énorme, et sa formation, elle va aussi la chercher aux Langzhou en apprenant le mandarin. Je suis désolé. Alors la question, c'est... Voilà, la question, elle est simple. Est-ce que dans vos formations, vous faites de la philosophie? C'est la base de tout. Hein. Et malheureusement, quand vous avez une formation généraliste, moi j'ai une formation scientifique. Je réponds à la... S'il vous plaît. Juste pour revenir à... Peut-être que j'ai mal expliqué mon point sur les droits des femmes, mais... Oui, moi aussi, hein, je partage votre point de vue. Mais Omar, justement, l'a bien expliqué, dans le sens où on a vraiment une différence entre l'élite d'un pays et des classes moyennes ou des classes même défavorisées. Et c'est là où il y a des différences. C'était ça plutôt mon point de vue. Et je n'ai pas dit que généralement ce n'était pas important et qu'il fallait mettre ça de côté. Non, au contraire. La seule différence, c'est que ce n'est pas un sentiment qui est, on va dire, prioritaire pour toutes les populations, d'où voilà mon point. Je vous laisse ensuite. J'ai vu que Nesrine voulait dire quelque chose, donc je vais aller très vite. Juste pour compléter ce que disait Naël, moi je pense qu'il y a une vraie volonté d'émancipation des femmes dans le monde arabo-musulman, mais aussi une vraie volonté des gouvernements de pousser notamment au travail des femmes. On le voit dans le Golfe, par exemple, les taux d'emploi des femmes sont en train d'exploser, et c'est aussi une manière de s'émanciper par l'éducation, etc., et par le travail. Et donc,
je pense que c'est juste aussi une mauvaise perception de notre part que ça se fait pas forcément de la même manière que chez nous. Parce qu'il y a des valeurs qui sont différentes sur la famille, sur voilà. Mais il y a une manière de s'émanciper presque propre à cette région du monde, de mon point de vue. Nesrine, tu voulais rajouter quelque chose? Bah, je rejoins un peu ce que Antoine veut dire, donc si tu veux passer à autre chose. C'est comme tu veux, vas-y. Ouais. J'aurai une question après, mais si tu veux Donc rajouter. pour ma part, on ne peut pas dire que ce n'est pas une priorité pour les pays du Sud de mettre en place l'égalité entre hommes et femmes. Il y a énormément de programmes mis en place pour mettre en avant la place des femmes au Maroc. Moi, je vais donner mon cas personnel du Maroc. Il y a énormément de choses qui sont mises en place. Dans mon université, il y a énormément de professeurs femmes. Il y a énormément d'étudiantes femmes. Il y a une volonté de sortir en fait de ce sexisme qui est présent à travers malheureusement notre culture. On ne peut pas le nier. La culture marocaine. J'ai pas envie d'amener ça comme ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des points un peu sexistes. Mais il y a une réelle volonté de s'émanciper et de sortir de ce carcan-là. Et dire que ce n'est pas une priorité, c'est faux. Parce que combattre pour les droits sociaux, c'est combattre pour les droits des femmes. Donc l'un va avec l'autre. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais amener. Merci beaucoup pour vos questions, vos réponses. Il y avait une question, est-ce que la globalisation de la culture, entre parenthèses soft power des États-Unis, entraîne la jeunesse actuelle à rechercher des valeurs fortes, quitte à tomber dans l'extrémisme, quel qu'il soit? Je peux juste donner un petit exemple. Je trouve que ce que TikTok a vraiment apporté d'incroyable, que je ne voyais pas sur YouTube avant, ni même sur Instagram, c'est une forme de revendication un peu des cultures. Et on a vu des populations autochtones d'Équateur faire des millions de vues sur leur mode de vie, sur leur culture, sur leur tradition. Des populations au Groenland qui font des millions de vues à parler de leur culture, de leur tradition, de leurs racines. En Asie centrale, la même chose. Donc en fait, on est effectivement dans une forme de revendication des différences, des cultures, des valeurs. Ça, je suis convaincu que les jeunes générations ont beaucoup plus connaissance de comment le monde perçoit sa propre culture, et donc du coup une forme peut-être de respect et d'acceptation des cultures des autres. De là à sombrer dans une forme d'extrémisme, je n'en sais rien peut-être. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous donner cet exemple-là de TikTok. Vous avez vraiment des phénomènes qui apparaissent, qui sont pour moi très nouveaux. Donc on ne va pas avoir le temps de pouvoir tout faire, toutes les questions qu'on avait, mais c'était justement ça, le but c'était de favoriser l'échange. Je vous propose qu'on passe, on a combien de temps? On a encore 10 minutes. On passe sur une question. On est parti sur la laïcité, sur la religion, restons sur les sujets qui fâchent. Les migrations, on en parlait avant. Tous les pays méditerranéens sont concernés, tous les pays méditerranéens en parlent, mais peut-être pas avec les mêmes prismes et peut-être pas avec les mêmes ambitions ni les mêmes volontés derrière. Est-ce que ça dépend du fait de si on se place du point de vue des pays de destination? Parce qu'encore une fois, je le rappelle, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Tous les pays du monde sont à la fois des pays de départ, de transit et de destination, pas dans les mêmes proportions, mais selon les années, ça peut varier. Est-ce que le cas du Maroc, on pourrait y revenir, qui était un pays de transit traditionnellement et qui de plus en plus devient un pays de destination, comment est-ce que les jeunes de la Méditerranée perçoivent ces phénomènes migratoires et voilà, quelles sont les différences peut-être de point de vue là-dessus? Alors, tout d'abord, je voulais recentrer la migration, mais je pense que tu l'as déjà fait. Le Maroc fait face à une double complexité qui est actuelle. C'était un pays de transit, maintenant c'est un pays de destination, avec notamment de nombreux migrants qui viennent de la bande sahélo-saharienne qui est presque invivable de nos jours. Mon idée, c'est pas d'ignorer les migrations d'Afrique vers Europe. Elles sont toujours aussi présentes. Mais la critique que je peux amener, ça serait que le réel problème, ce sont les morts qui s'accumulent dans la Méditerranée. On assiste à un renforcement des frontières terrestres, mais cela n'empêche pas la migration, puisque comme on a pu le voir, de nouvelles routes migratoires vers les Canaries sont prises par les migrants. Mais il y a aussi une critique que j'aimerais amener, c'est qu'en utilisant des termes comme enjeux sécuritaires ou vagues de migrants,
on finit par déshumaniser les migrants, qui à la fin sont simplement des jeunes, comme vous et comme nous, qui rêvent d'avoir une vie meilleure. L'enjeu principal pour moi, pour ma part, pour l'Afrique, je pense que ça serait d'offrir aux jeunes une opportunité d'avoir un avenir en Afrique pour éviter de mettre en péril leur vie et d'aller chercher un avenir meilleur qui peut être illusoire en Europe. Donc voilà. Moi, je vais ajouter aussi un élément qui est beaucoup partagé par les étudiants avec moi à Sciences Po. C'est un certain manque de solidarité en Europe, entre les pays aussi, puisque quand j'échange avec, je sais pas, des Italiens ou des Grecs ou des Espagnols, on se rend compte que, vous le savez bien, mais ces pays-là souffrent il ne faut pas reprendre le terme de vagues de migrants, mais c'est le cas. Qui n'est pas du coup qui est beaucoup moins le cas pour le nord de l'Europe, et donc il y a vraiment une très grande différence du coup entre ces pays-là du nord et ces pays du sud, et ça crée des sentiments assez compliqués. Et ce principe de la solidarité, je ne sais pas s'il est partagé par tous les peuples de la Méditerranée, puisque de mon point de vue, pour les pays européens, on est beaucoup plus solidaire, j'ai l'impression, mais parce qu'on ne connaît pas une situation aussi grave que d'autres pays. Là, je prends le cas par exemple du Liban. Le Liban vit une véritable situation problématique avec les réfugiés syriens, puisque, d'après les estimations, un quart de la population libanaise ce sont aujourd'hui donc des réfugiés de Syrie. Donc forcément qu'il peut y avoir un manque de solidarité, mais qui peut plus se comprendre que nous en Europe et en France, où on a moins ces problématiques-là, même si elle est très présente. Moi, par exemple, je suis à Menton, donc à la frontière avec l'Italie, à Vintimille. Je vois tous les jours des migrants, je vois ce qui se passe, je vois les actions de la police, mais je vois aussi des migrants qui essaient de traverser sur les rails. C'est une situation qui est pas facile. Et je pense que ça rejoint aussi ce que disait Nesrine. On voit ce qui se passe au quotidien, et elle, par exemple, pour le cas du Maroc. Je vous laisse la parole. Okay, so En ce qui concerne cette question de migration, comme je l'ai déjà... Je suis totalement d'accord avec ce que j'ai entendu. Et je suis vraiment d'accord. On peut déhumaniser les migrants. Il faut le comprendre. Ils sont des êtres humains, peut-être avec des valeurs différentes, mais nous sommes tous des êtres humains. En fin de compte, on veut tous juste avoir une vie familiale heureuse, fonder une famille, mener notre vie. C'est la même chose. Et comme l'autre panéliste a dit, la plupart des gens ne souhaitent pas quitter l'Afrique pour aller faire du tourisme en Europe. Non. Nous sommes tous en train de chercher une meilleure vie. Donc, il me semble qu'ensemble, et si on a la volonté des deux côtés, on peut avoir une approche holistique à cette situation. Je ne l'appelle pas un problème, c'est une situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il faut donner le pouvoir aux communautés. Il faut trouver les racines des problèmes. Il ne s'agit pas de donner des sous ou de construire un hôpital. Prenons l'hôpital, par exemple. On va au Liban ou dans un autre pays et pour construire un hôpital, pour que les conditions soient améliorées. Mais s'ils n'ont pas de ressources pour maintenir et faire fonctionner l'hôpital, c'est du gâchis. Le problème reste. Donc, il faut donner de la capacité d'agir. Donc, il faut agir avec le pied, avec le cœur aussi, et la tête. Je suis portugais, j'ai donc peut-être pas le même point de vue de mes collègues français, et j'ai pas le même point de vue que les Italiens ni les Espagnols non plus, parce que eux, ils reçoivent également beaucoup de migrants. Mais au Portugal, je suis européen, je suis fier de dire que l'Union européenne
à mes yeux, est une phare. Et bien sûr, on veut aider, mais on ne peut pas juste attendre à ce que l'Italie et l'Espagne et un tout petit peu le Portugal, parce qu'on est proche, on peut avoir les mêmes sentiments. On ne peut pas que attendre à ce que la Grèce, l'Italie et l'Espagne acceptent tous les migrants qui viennent en Europe. Ils n'ont pas la capacité pour y faire face. C'est impossible. Et cela va avoir des impacts très négatifs, désastreux dans la société. C'est pour cela que la politique change. L'opinion publique est devenue un peu extrême. Et je parle ni de la droite ni de la gauche. Mais nous ne faisons pas face aux problèmes ensemble. Nous sommes une union. Nous devons coopérer des deux côtés. On n'a pas suffisamment de dialogue pour trouver la parade. Oui, ce sont des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Quand on parlait d'Israël et Hamas, ce n'est pas eux les terroristes et nous les gens. Les Israéliens sont des êtres humains, la Hamas aussi. Nous sommes tous des êtres humains. Il faut s'occuper les uns des autres. Mais en ce qui concerne la migration en Méditerranée, on veut tous la même chose, une belle vie. Donc, coopérons. Peut-être quelque chose qui change aujourd'hui, qu'il n'y avait pas il y a peut-être 10 ans en arrière, c'est les représentations sur les réseaux sociaux. Que quelqu'un qui habite dans le quartier des Parcelles à Dakar, sur ses réseaux sociaux, il va peut-être avoir plus facilement des représentations de réussite au Sénégal, de la fierté de la culture du Sénégal. Peut-être que 10 ans en arrière, ce n'était pas le cas et qu'il pouvait potentiellement être plus facilement soumis à une forme d'Eldorado lointain qui pouvait être peut-être certainement alléchant. Voilà, je sais qu'il nous reste que quelques minutes. On a testé un format discussion. J'espère que ce format vous a plu. On va prendre une dernière question peut-être. Ouais, il nous reste 2 minutes. Une dernière question peut-être en lien avec l'immigration ou bien en lien avec ce qu'on a vu avant. C'est pas en lien avec l'immigration, okay, désolé. On prend quand même. En parlant de réseaux sociaux, quelque chose qui me gêne beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le déferlement de haine, très souvent. Et pratiquement toujours, ce déferlement de haine s'accompagne de la lâcheté, de l'anonymat, c'est-à-dire qu'on s'abrite derrière un pseudo. J'aimerais savoir, juste par oui ou par non, pour les 5 intervenants que vous êtes, si vous seriez par exemple favorable à l'interdiction de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une bonne question. Moi, je vais dire non, mais par contre, on voit que la police du web, si on peut l'appeler, a de plus en plus de moyens de retrouver les personnes. Je vais donner un très court exemple. Dans le cas du harcèlement, et c'est ça qui est compliqué, c'est que les vagues de harcèlement, c'est une accumulation de plein de personnes qui pensent personnellement. Et chacun va donner une appréciation à quelqu'un. Et en fait, cette personne-là va se réveiller et va avoir une accumulation de 50 personnes qui auront chacune l'impression d'avoir fait juste quelque chose. Et à un événement YouTube aux États-Unis, on a eu une YouTubeuse qui fait de l'astrophysique, qui a eu des appels au meurtre et au viol sur ses vidéos. Et il se trouve qu'elle est très douée en informatique. Elle a retrouvé l'adresse IP de la personne. C'était un petit jeune de 13 ans qui habite chez ses parents. Et donc elle a confronté les parents. Et les parents m'ont dit non, c'est pas mon fils, parce que mon fils n'est pas comme ça à la maison. Donc en fait, il n'y a pas que le problème en fait, de l'anonymat. Je vois très bien ce que vous voulez dire avec la question de l'anonymat, parce qu'en fait, parce qu'il n'y aurait pas d'anonymat, il n'y aurait pas les mêmes comportements en fait, que dans la vie de tous les jours, en fait, puisque dans la vie de tous les jours, on ne se permet pas de faire certaines choses parce qu'on sait qu'on est reconnu et qu'on peut être punissable. Peut-être qu'effectivement l'anonymat joue un rôle, mais en même temps c'est aussi très lié à la culture du web, de pouvoir aller regarder beaucoup de choses sur le web, de pouvoir regarder des vidéos, laisser des commentaires sans que forcément ce soit mon nom, mon prénom qui soit affiché. Donc ça a quand même beaucoup à voir aussi avec la culture du web. Mais par contre qu'il y ait les outils pour pouvoir lutter contre le harcèlement et que les personnes craignent une... D'accord, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Sur du coup la liberté d'expression sur le web du coup. Alors ça, il y a des modérations. Alors je sais que c'est voilà, je veux pas accaparer du tout la réponse à la solution, mais les modèles sont loin d'être parfaits.
comment ça s'appelle ? Moi, en tant que créateur de contenu, je peux mettre des mots qui ne ressortiront jamais dans les commentaires. Tous les commentaires qui possèdent ce mot ne seront jamais visibles. C'est des petits outils comme ça que les créateurs de contenu ont. Toutes les plateformes ne le font pas, mais ça peut être... Attention, s'il vous plaît. Pardon. Pour clore ces 2 belles journées, nous vous invitons à rejoindre l'Amphi Bourbon au 2e étage afin d'assister à l'intervention d'Alice Ruffo, directrice générale des relations internationales et de la stratégie. Cette intervention sera suivie d'un apéritif de clôture auquel vous êtes tous conviés au 3e étage du Palais Neptune. N'oubliez pas de restituer vos boîtiers de traduction et de récupérer vos pièces d'identité en quittant le Palais Neptune au rez-de-chaussée. Merci. Juste pour répondre très rapidement, en fait, ce qui est compliqué, c'est que sur le web, c'est une accumulation de plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut effectivement mettre des outils pour en faire en sorte que tous les contenus qui ont un vocabulaire haineux ne ressortent pas. Mais ça va peut-être marcher sur YouTube, mais vous allez sur Twitter, et sur Twitter, vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc en fait, le problème, c'est que chaque plateforme doit potentiellement avoir ce genre d'outils. Il y a des choses qui avancent de plus en plus, mais ça prend du temps, et peut-être pas la vitesse de la propagation de certaines choses. Mais moi, je le vois en tant que créateur de contenu, les plateformes de plus en plus viennent nous voir en nous disant « mais de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez comme outil ?» Et en fait, c'est que ça avance plateforme par plateforme. Donc malheureusement, il n'y a pas une unité centrale qui permettrait de régir tout ça sur tout le web. En fait, ça avance plateforme par plateforme. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci pour vos questions et pour et autant d'interventions. Yeah, I